Bonjour à tous. Je suis très content d'être en face de vous, ou presque par écran interposé. Merci beaucoup Hélène pour cette présentation claire et précise. Je remercie le laboratoire Méthoquinol de m'avoir convié à vous parler de ce sujet qui est particulièrement délicat. Je pense qu'il représente en termes de difficulté à peu près le même niveau que les otites, les otites chroniques. Moi, c'est mon dada, les furonculeuses interdigitées, parce que c'est très valorisant pour un dermatologue. Il y a pas mal d'interventionnels, vous le verrez. Je vais essayer de développer ça au fur et à mesure de cette conférence. Donc, alors tout d'abord en introduction, les pododermatite chroniques, c'est avec furonculeuse interdigitée, donc avec complications, si je puis dire. Chez le chien, c'est effectivement un problème assez difficile et frustrant, souvent frustrant d'ailleurs, avec la caractéristique de la récurrence. C'est des troubles dermatologiques qui ont tendance à récidiver, et plus ça récidive, vous le verrez, plus c'est difficile à prendre en charge. C'est complexe donc et évidemment coûteux pour le propriétaire et parfois assez démoralisant pour vous, comme pour moi d'ailleurs, et pour le propriétaire. Alors, au commencement de cette pododermatite, en tout cas de ces furonculoses interdigitées, vous avez, comme son nom l'indique, un furoncle interdigité qui se trouve généralement en face dorsale de l'espace interdigité, et plus particulièrement au niveau des espaces interdigités 3-4 et 4-5. Nous verrons pourquoi tout à l'heure. Ce furoncle interdigité peut être unique, une lésion isolée, qui est issue d'une voie sinusale ou d'une fistule, on parle aussi, qui généralement vient, et c'est là toute la subtilité de cette maladie, de cette dermatose, de la face palmaire des espaces interdigitaux, où on peut avoir la forme un peu plus complexe, mais qui peut être d'emblée également une furonculeuse interdigitée un peu plus étendue sur une zone un peu plus large de l'espace interdigité et toucher également les marges des coussinets. Voilà des exemples. À gauche, l'exemple classique de la lésion unique, alors là particulièrement prononcée au niveau de l'espace interdigité 3-4 chez un carlin. Et puis à côté, vous avez un bulldog français qui présente d'emblée, qui n'avait jamais eu d'autres lésions, en tout cas visibles a priori, et qui présente d'emblée une atteinte des deux espaces interdigitaux les plus latéraux, enfin un médial et le latéral. Et sur ce même bulldog, si vous retournez le pied, eh bien, vous voyez tous les dégâts, toutes les lésions que l'on peut rencontrer justement sur ces zones périphériques des coussinets, extrêmement caractéristiques de cette dermatose quand elle est évoluée ou chronique. Alors évidemment, quand vous avez un furoncle interdigité, notamment sur des lésions isolées, il est toujours très important d'écarter l'hypothèse d'un corps étranger. C'est peut-être la première chose à envisager. Mais si, malgré vos explorations, vous ne trouvez rien et que après avoir traité avec des antibiotiques, ça revient, et bien là, évidemment, il est temps de pousser la démarche et de penser à ce fameux complexe, parce qu'on ne peut pas parler de dermatose à proprement parler, mais ce complexe des furonculoses interdigitées. Alors, petit rappel, c'est assez finalement classique, le corps étranger, notamment les pieds, comme sur cette diapositive. On a une lésion qui est unique, qui est d'apparition aiguë généralement et qui évolue en dehors de tout contexte dermatologique, donc en dehors de toute maladie associée. Bien sûr, vous pouvez aussi avoir des épillets sur des atopiques, ça va de soi. Alors, généralement, c'est unique comme lésion, sauf dans des cas, alors là, c'est un très joli cas de mon vénéré et regretté mentor, le docteur Carlotti. Parfois, il y a effectivement quelques exceptions et il faut aller les chercher puisque ça peut être utile. Je crois qu'il y avait une vingtaine d'épillets sur ce cocker. Voilà. Donc, troisième point au commencement. Alors, ça, c'est quelque chose que je vois souvent, moi, en référé. C'est qu'effectivement, souvent, je reçois ces animaux. Alors, il y a eu de multiples explorations infructueuses, souvent, de corps étrangers, avec de multiples traitements antibiotiques consécutifs, et qui, malheureusement, en fait, sont contre-productifs. Puisqu'on va entretenir le cycle de l'inflammation et on va rentrer dans une chronicité, dans des remaniements tissulaires et des infections de plus en plus compliquées à gérer, avec, vous le verrez, des bactéries de plus en plus résistantes. Et évidemment, ça va me complexifier la tâche. Voilà. Alors, comment est-ce que ça évolue? Et ça, c'est peut-être la diapositive la plus importante de cette présentation.
c'est comment est-ce que ça se forme. Pour pouvoir expliquer en fait aux propriétaires que la lésion que l'on voit effectivement en face dorsale de ces espaces interdigités latéraux et médiaux, eh bien en fait ce n'est que la partie immergée de l'iceberg. Tout se passe en surface ventrale. Vous avez au départ des zones velues avec ces complexes folliculaires classiques chez le chien, multiples, et puis sous l'effet d'une inflammation, quelle qu'en soit l'origine, vous le verrez, eh bien, on peut avoir des remaniements microscopiques au départ, et puis vous verrez effectivement beaucoup plus évidents macroscopiquement, et ces remaniements, si petits soient-ils au départ, vont pouvoir être à l'origine de la formation de kystes avec une véritable rétention du matériel kératinisé, des sécrétions sébacées. Et ces kystes, que vont-ils faire? Eh bien, ils vont avoir tendance à croître. Évidemment, ce matériel kératinisé et toutes ces sécrétions sébacées, le poil, etc., va avoir tendance à grossir, à faire grossir ce kyste qui va atteindre un point de rupture. Nous allons donc avoir, dans un troisième temps, une rupture de ce kyste qui va avoir tendance à fistuliser, comme vous le voyez tout à droite, sur ici est la formation de ce qu'on appelle un sinus ou une fistule qui va effectivement émerger en face superficielle de cet espace interdigité. On a donc, si on veut résumer, une inflammation au départ, puis une rupture avec formation secondaire d'une furonculose qui va s'infecter, mais attention, ce n'est que secondaire, ce n'est pas la cause. La formation de sinus ou de fistules, à nouveau donc des kystes interdigitaux qui vont évoluer, la présence suite à l'inflammation de tissus cicatriciels, donc de remaniement tissulaire, et évidemment l'induction en tout dernier, donc potentiellement de défaut d'aplomb qui va recréer en fait localement des inflammations et ainsi de suite, et on rentre donc dans un cercle bien évidemment vicieux et de pire en pire. Alors, quelles sont les causes de pododermatite? En fait, vous allez vous rendre compte que les pododermatites, comme je vous disais, c'est un complexe et à l'intérieur desquels se situent les furonculoses interdigitées, c'est en fait une dermatose multifactorielle, exactement au même titre que les otites. Vous avez des facteurs primaires, des facteurs prédisposants et des facteurs perpétuants. Et n'importe quelle dermatose inflammatoire qui peut toucher les pieds peut être à l'origine de l'émergence, de l'apparition de ces furonculoses interdigitées. Il est donc extrêmement important d'identifier et de gérer chacun de ces facteurs dans le but, évidemment, d'arriver à gérer cette maladie qui est malheureusement dans la plupart des cas qui est, on va dire, chronique et donc incurable. Donc, on a besoin de gérer donc, tous ces facteurs pour pouvoir faire en sorte que l'animal soit tranquille le restant de ses jours. Voilà, quelques petits exemples de maladies évidentes, notamment la dermatite atopique canine, la pododermatite. Là, ici, vous voyez une belle, ce qu'on appelle vulgairement une dermatite de léchage. C'est en fait une folliculite furonculose profonde, bactérienne, avec des remaniements tissulaires évidents auxquels vous avez tous été confrontés. Mais il y a plein d'autres maladies, et notamment ici, j'ai mis un joli cas de dermatophytose qui peuvent provoquer des lésions podales avec inflammation. Et si ce n'est pas traité à temps, des remaniements qui peuvent entraîner, comme dans le cas juste en dessous, la démodécie, qui peuvent entraîner des remaniements assez importants et l'apparition, évidemment, de furonculose chronique interdigitée. Les facteurs primaires, ce sont en fait les initiateurs, les déclencheurs, comme leur nom l'indique, de l'inflammation interdigitée. C'est, comme je vous le disais en préambule, ça peut être n'importe quelle dermatose inflammatoire. Évidemment, les plus souvent rencontrés, ce sont les dermatites, la dermatite atopique, en tout cas les dermatites allergiques au sens large, et évidemment les anomalies conformationnelles qu'on va voir, comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur ce bulldog français tout en bas, sur le, voilà, ici, tout en bas, qui cumule un état atopique assez évident et une malformation très clairement, un défaut d'aplomb de ses pieds. Et ça représente plus de 75% des causes, en tout cas des facteurs primaires des furonculoses interdigitées. Alors, j'ai juste mis un petit point, parce que ça méritait peut-être d'être évoqué. Il y a
Bresnak, qui a publié 4 ou 5 articles sur la même maladie. C'est le seul à l'avoir diagnostiqué, hein. Alors, je suis assez dubitatif sur que ce soit sur le fait que ce soit une réelle entité dermatologique, en tout cas une réelle entité pathologique, mais on parle de pododermatite répondant aux immunomodulateurs. Soi-disant, c'était une maladie qui ne touchait que les pieds, qui répondait que aux immunomodulateurs et qui n'était liée à aucun autre facteur primaire, à savoir évidemment dermatite atopique, dysendocrinie, etc., etc. Bon, je pense que c'est à peu près le seul à l'avoir trouvé, cette maladie. Enfin bon, voilà, ça méritait d'être dit parce que ça existe, c'est effectivement évoqué dans la littérature. Ils ont quand même réussi à publier 4 ou 5 articles dans Red Derm sur cette maladie, entre guillemets. Les facteurs prédisposants. Alors, les facteurs prédisposants, ce sont rarement les déclencheurs de la maladie, mais c'est ceux qui vont augmenter le risque de développer cette pododermatite. Comme cause prédisposante, vous avez la race. D'abord, il y a des races prédisposées, probablement effectivement une prédisposition génétique chez les bulldogs anglais, les bull terriers, puis tous les types mastifs, donc ces races extrêmement imposantes. La présence de poils courts. Alors ça, c'est assez logique intellectuellement, hein. Quand on a des poils courts autour des coussinets ou au niveau de la peau interdigitée, ces petits poils courts et drus vont frotter, piquer et provoquer potentiellement des réactions de type corps étranger avec l'entretien donc d'une inflammation chronique au niveau de ces espaces interdigités. Vous le verrez, hein, la surcharge pondérale, et donc on va retrouver, il va y avoir un croisement ici entre les races prédisposées et ces capacité à être en surcharge très nette qu'on peut voir chez le labrador, chez les mastifs, chez le bull terrier et aussi chez le carlin, hein. Le carlin qui a un format, désolé pour les amoureux des carlins, mais qui ont un format un petit peu tonoïde avec des tout petits pieds, hein, donc ils ont un format corporel qui n'est pas vraiment adapté au format de leurs pieds. Et puis, vous avez effectivement comme cause prédisposante et particulièrement importante tous ces défauts d'aplomb qu'il va falloir absolument rechercher en cas de furoncoliose interdigitée. Donc, vous avez toutes les malformations congénitales des membres, comme on a pu le voir précédemment sur ce bulldog là, atopique, hein, qui présentait une furonculose majeure interdigitée, les dysplasies des membres antérieurs, hein, donc dysplasie des coudes et des épaules, tous les phénomènes arthrosiques, bien évidemment, mais vous pouvez aussi, et ça, il ne faut pas l'oublier, eh bien, vous pouvez avoir une atteinte des postérieurs, et notamment donc, des ruptures des ligaments croisés, c'est un exemple parmi d'autres, mais qui peut avoir évidemment une répercussion sur l'aplomb au niveau des antérieurs. Voilà, donc ça c'est important d'y penser. Les facteurs perpétuants, donc troisième catégorie, hein, c'est ceux qui vont empêcher la résolution des problèmes et qui vont effectivement inscrire le phénomène inflammatoire dans un cycle auto-entretenu. Hein, et donc, on va avoir progressivement, effectivement, une aggravation, une augmentation de l'inflammation et des remaniements tissulaires de plus en plus importants. Les plus courants, ce sont les défauts d'aplomb, on y revient, c'est aussi un facteur perpétuant, évidemment. Tant qu'il n'est pas corrigé, vous ne pourrez pas régler le problème. Vous avez donc des charges pondérales inhabituelles sur les zones de peau velue, alors que normalement, la charge pondérale se fait sur le coussinet, hein, en toute logique, c'est fait pour ça. Les lichenifications, tissus cicatriciels et inflammation chronique, effectivement, ça, c'est quand on est déjà rentré dans le cycle auto-entretenu. Hein, et consécutivement à tout ça, eh bien, vous allez pouvoir avoir, comme on peut le voir donc, sur cette photo en bas, qui est donc un carlin, hein, tout en bas. Vous voyez cette fusion des deux coussinets digités médiaux, hein, assez caractéristique. Il y a aussi parfois un épatement, hein, une extension qu'on appelle coussinet surnuméraire. Je n'aime pas trop ce terme parce que ce n'est pas vraiment un coussinet surnuméraire, c'est juste que effectivement le coussinet pour on va dire combler un déficit d'aplomb va s'étendre, hein, voilà, va s'étendre pour essayer de pallier au mieux à ce défaut d'aplomb. Et tout ça, effectivement, sont des facteurs perpétuants de la maladie. Vous allez avoir la création, et notamment sur ce bulldog anglais tout en haut, de poches, hein, de véritables invaginations cutanées profondes, l'apparition de poils incarnés, comme vous pouvez le voir sur la flèche, juste au-dessus de la petite poche, hein, on a clairement un poil incarné avec un kyste bien visible et la formation de fistules ou de voies sinusales. Tous ces défauts, tous ces facteurs perpétuants, tous ces remaniements chroniques vont être autant de facteurs qui vont permettre l'accumulation de débris, notamment de petits cailloux, de poussières, de débris végétaux, qui vont effectivement aussi favoriser cette infection et favoriser l'irritation, évidemment. Hein, et donc limiter l'efficacité des nettoyages, en tout cas les rendre beaucoup plus compliqués, mais également les traitements.
Et puis, en tout dernier, très important, le tissu cicatriciel. Quand on en est arrivé à un stade cicatriciel, qu'il y a une fibrose extrêmement importante des tissus podaux, eh bien, on va compliquer très largement la pénétration des traitements, traitements topiques, mais également systémiques, et notamment des antibiotiques. On en reparlera plus tard, et donc on va diminuer effectivement l'efficacité et rendre encore plus compliquée la gestion de ces troubles podaux. Et puis en tout dernier, vous avez les facteurs secondaires, et comme leur nom l'indique, ce sont des facteurs secondaires aux facteurs primaires, c'est-à-dire que c'est tout ce qui fait partie des complications infectieuses. On en a une variété assez importante qui peut être de surface au départ, superficielle, c'est-à-dire dans les couches superficielles de l'épiderme notamment, et puis beaucoup plus profonde quand on va atteindre le derme, puis parfois l'hypoderme, par des organismes qui vont du plus classique, que vous connaissez tous, le Staphylococcus pseudo-intermedius, parfois des streptocoques, et puis on peut aller vers des choses beaucoup plus, on va dire, graves, avec donc des bacilles, et notamment des bacilles gram négatifs avec le Pseudomonas, où là on est vraiment sur des phénomènes assez agressifs, chroniques. Ne pas oublier la possibilité, comme d'ailleurs c'est le cas chez ce boxer, dans ce pied de boxer, qu'on peut effectivement avoir la concomitance d'infections fongiques, les malacésias très classiques, mais ne pas oublier la possibilité, et surtout après de multiples antibiothérapies répétées, eh bien l'émergence, assez difficile d'ailleurs à mettre en évidence, en tout cas avec des examens complémentaires directs, de candidats, donc à l'origine d'une candidose, qui se traite à peu près de la même façon que les malacésias, mais parfois, effectivement, à l'examen cytologique, on ne les voit pas. Alors là, je vous ai montré une belle if de candidats STP, mais ce n'est pas en coloration classique RAL 555, c'est OPAS, donc qui a été fait, coloration qui a été faite à l'époque par notre laboratoire d'histopathologie, cytologie. Voilà. Et puis, ces différentes infections classiques, eh bien, elles peuvent s'accumuler. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'association de plusieurs types d'affections à différentes profondeurs des tissus. Et donc, effectivement, ça, on va surtout les retrouver dans les cas chroniques, mais ça complexifie, ça complique largement la prise en charge thérapeutique de ces pododermatites. Si les facteurs primaires ne sont pas gérés, vous allez avoir inéluctablement une récurrence de ces complications infectieuses. Et effectivement, comme je vous disais, la répétition, la multiplication des traitements antibiotiques, notamment parce que je pense que vous le faites tous, moi aussi d'ailleurs, eh bien, on va avoir ce danger, effectivement, de sélectionner des bactéries résistantes, mais aussi, comme je vous disais là juste à l'instant, l'émergence de germes opportunistes comme le candida. Et donc ça, effectivement, voilà, encore autre chose qui va compliquer très largement la prise en charge thérapeutique des pododermatites. Alors, comment est-ce qu'on prend en charge, enfin en tout cas, comment est-ce qu'on démarre, comment est-ce qu'on prend en charge en clinique une pododermatite avec potentiellement une furonculose interdigitée? L'anamnèse est toujours très importante. C'est toujours très important de savoir comment dérouler le film, de savoir comment c'est apparu, parce que vous ne voyez pas forcément au tout début, vous ne voyez pas forcément avec une seule lésion, est-ce que c'est apparu de façon très aiguë, est-ce que progressivement ça s'est mis en place, donc il est très important de faire une anamnèse détaillée, de regarder l'animal dans son ensemble, de le regarder marcher, évidemment, pour essayer de déceler tout trouble ambulatoire. Évidemment, un examen dermatologique, mais qui ne va pas se limiter uniquement aux pieds, puisque vous pouvez avoir dans les facteurs primaires eh bien, des maladies sous-jacentes, notamment la dermatite atopique, qui ne se manifeste pas que par des pododermatites. Et puis, donc, tout ça, l'anamnèse, l'examen général et l'examen dermatologique vous permettront d'identifier les différents facteurs qu'on a déjà évoqués préalablement. Je vous conseille, quand l'examen des pieds est douloureux, parce que ça peut faire très mal et parfois donc rendre l'animal agressif, la sédation est parfois nécessaire et peut permettre de faire cet examen en toute quiétude et faire un examen surtout approfondi et complet. On n'oublie pas, puisque c'est presque le préambule de cette présentation, c'est que effectivement, on n'oublie pas de regarder en face ventrale, en face palmaire et plantaire des pieds considérés, en tout cas des pieds atteints, puisque la partie émergente, c'est la face dorsale, mais souvent la partie en cause, c'est la partie palmaire pour les pieds antérieurs essentiellement.
Et donc, on fait attention d'aller bien regarder dans tous les coins. Alors, en termes d'examens complémentaires, bon, ça c'est assez classique, je vais passer très vite, c'est effectivement les examens classiques de recherche des maladies sous-jacentes, des dermatoses éventuellement sous-jacentes, des modécies, dermatophytoses. Le plus important pour moi, en tout cas le plus évident et qui doit être systématique, c'est l'examen cytologique de surface à minima, pour voir s'il y a des complications superficielles qui seront importantes dans la gestion préalable de cette pododermatite. La recherche évidemment de corps étrangers, végétaux ou métalliques. Ici, vous avez sur l'échographie marquée par la flèche un joli corps métallique minuscule de 2 mm qui était à l'origine effectivement d'une furonculose interdigitée récalcitrante et récidivante, la présence d'une ostéomyélite, d'une néoplasie, donc ça peut nécessiter effectivement des examens d'imagerie complémentaires, pas plus ou moins poussés, jusqu'au scanner. Et puis si vous suspectez une maladie systémique, eh bien, vous pouvez effectivement envisager des bilans biochimiques, hématologiques, thyroïdiens ou urinaires, dans les cas de dysendocrinie notamment. Les examens complémentaires retardés, on va effectivement, le premier et peut-être le plus important, c'est l'examen bactériologique. Parce que quand on est face à un pied comme sur cette photographie, il est quasiment, on va dire, illusoire de se dire que le germe qu'on va choper en essayant de faire un prélèvement plus ou moins rigoureux d'une lésion intacte, d'ailleurs si vous en trouvez, risque de nous montrer, en tout cas de mettre en évidence un germe qui ne va pas forcément être celui qui est responsable réellement de la surinfection, et notamment vis-à-vis de l'antibiogramme. Donc, je vous conseille, si c'est possible, ce n'est pas toujours un acte très simple à faire, mais de réaliser des biopsies cutanées pour culture bactériaux, de profiter de ces biopsies cutanées pour être sûr effectivement qu'il n'y ait pas d'autres problèmes, et notamment des démodécies qui parfois peuvent être assez difficiles à mettre en évidence quand elles sont profondes. Bon, voilà, aujourd'hui, les démodécies, moi, j'en vois plus du tout avec les lanneurs. Hein. Aujourd'hui, avec l'émergence des lanneurs en tant qu'antiparasitaires, c'est un peu compliqué de trouver des démodex. Et puis, pourquoi pas d'être le premier en France à mettre à nouveau comment dire, de diagnostiquer cette fameuse pododermatite lymphoplasmocytaire diagnostiquée par nos camarades écossais. Culture mycologique PCR pour une recherche de dermatophytose, hein, comme je vous ai montré, ça peut parfois prendre des formes un petit peu, on va dire, bizarres. Si vous avez une hypertrophie des nœuds lymphatiques régionaux, ça vaut quand même peut-être le coup de faire une aspiration à l'aiguille fine qui permettra de différencier un phénomène hyperplasique réactif d'un lymphome, hein, voilà, sur un animal âgé notamment, et puis de mettre en place éventuellement un régime d'éviction hypoallergénique si vous suspectez une dermatite allergique au sens large et notamment une allergie alimentaire comme étant une première étape de recherche. Voilà. La gestion des facteurs primaires et prédisposants. Alors ça, évidemment, c'est crucial hein, en termes de thérapeutique pour une réussite de votre prise en charge au long cours. Je vais insister sur l'obésité. Hein, c'est effectivement un facteur prédisposant quasiment commun et quasiment systématique. On a souvent, chez les animaux touchés, un score d'état corporel qui est supérieur à 6 sur 9 et qui touche effectivement cette obésité qui va être un facteur aggravant de surcharge pondérale sur les membres antérieurs qui supportent déjà 60 à 70% du poids corporel. Et sur ces deux antérieurs, vous avez deux doigts, les doigts médiaux, hein, 3 et 4, qui vont être les doigts qui vont, eux, les doigts porteurs, et supporter la majeure partie de ces 60 à 70% de poids corporel. Donc effectivement, si vous avez une surcharge, eh bien, ces doigts ne sont pas forcément faits pour porter tout ce poids et vous allez avoir une décharge, en fait, hein, un transfert de charge sur les doigts latéraux et donc l'émergence effectivement de remaniement tissulaire. Donc, cet excès de poids, hein, clairement, c'est une des causes d'apparition de pododermatite, en tout cas d'évolution hein, des pododermatites. Et la seule perte de poids peut être très efficace dans la gestion sur le long terme. Moi, j'ai tendance à dire aux propriétaires de mes patients touchés par ces pododermatites furonculeuses, eh bien, qu'il faut presque que leur animal soit maigre hein, par rapport à la norme, entre guillemets, si tant est qu'on puisse parler de normes, notamment chez le Labrador, qui a de toute façon, les gens ne voient le Labrador notamment que comme un animal obèse ou presque. La gestion des facteurs primaires et prédisposants, toujours, eh bien, va passer évidemment inéluctablement par la gestion de la douleur, des défauts d'aplomb et des conformations anatomiques anormales qui doivent être traitées et parfois on en arrive même à l'extrémité d'une chirurgie correctrice, notamment pour tout ce qui est dysplasie
il est absolument impératif d'aller corriger une dysplasie du coude ou de l'épaule si c'est possible. Voilà. Là, le traitement de la douleur se fait, est impératif et est essentiel. Hein. L'analgésie doit être efficace, qu'on aille de l'AINS jusqu'à des choses un tout petit peu plus puissantes et spécifiques, comme le tramadol, gabapentine, amantadine. J'ai tendance à conseiller quasiment systématiquement le port de bottines, notamment les roughwear, qui ne sont pas si mal. Alors, ce n'est pas toujours simple de trouver le bon modèle. Voilà, ce n'est pas toujours très simple, mais voilà, ça vaut le coup d'essayer. Ne pas négliger les applications de crèmes lubrifiantes, notamment le Sécuriderm, le Biobalm, qui sont assez pratiques. Ce sont des baumes qui vont avoir tendance à ramollir les tissus, à réduire évidemment par cette vaseline, entre guillemets, cet effet vaseline, de réduire les frictions interdigitées et de limiter donc les micro-traumatismes au niveau de ces peaux exposées et inflammatoires. Moi, effectivement, comme je vous le disais, j'ai tendance, dans tous les cas, et assez rapidement, dans l'évolution de la maladie, à mettre en place une analgésie adaptée en fonction du degré de douleur et de demander le port de bottines en tout cas, à chaque fois que l'animal, notamment, va dehors. Peut-être pas à l'intérieur, ça ne vaut pas le coup, mais en tout cas, quand ils vivent en jardin, etc., avec l'herbe coupée, les graviers, le sable. Nous, effectivement, à Bordeaux, on a la plage pas très, très loin, et tout ce qui est marche dans le sable, c'est effectivement des facteurs aggravants, clairement, de ces pododermatites. Évidemment, on en parlait, le contrôle des complications infectieuses, c'est essentiel. L'antibiothérapie, comme je vous le disais, quand elle est plus superficielle, qu'elle commence à être profonde, quand vous avez des furoncles dans lesquels vous trouvez clairement des images d'infections actives avec des figures de phagocytose de bactéries, quelles qu'elles soient, cocci ou bacilles, il faut absolument envisager effectivement une antibiothérapie qui doit être fondée sur les résultats de la culture bactério et son antibiogramme. Le traitement est long, 4 à 6 semaines, voire plus, si c'est nécessaire. Évidemment, pour le savoir, il faut faire des contrôles réguliers pour évaluer la réponse au traitement et prendre en considération aussi l'aspect que je vous donnais tout à l'heure, c'est-à-dire que la présence de tissus cicatriciels va pouvoir inhiber la pénétration des antibiotiques, en tout cas de certains antibiotiques, notamment les hydrosolubles, comme les pénicillines et les céphalosporines. Et donc, on va peut-être avoir, sur des cas chroniques cicatriciels fibrosés, on va peut-être plutôt avoir tendance à favoriser des antibiotiques liposolubles, si tant est qu'il y ait sensibilité, mais de la clindamycine, par exemple. Alors, j'émettrai un petit bémol avec les fluoroquinolones qui, comme vous le savez, doivent être réservés si on n'a vraiment rien d'autre à se mettre sous la dent. Ces molécules ayant donc un volume de distribution élevé, une bonne pénétration, même dans les tissus cicatriciels. Ne pas négliger, comme je vous le disais, la possibilité, alors là pour le coup c'est souvent superficiel évidemment, la présence de malacésia. On utilise de préférence des traitements topiques, antifongiques. Je vous mets en garde cependant, les malacésias au niveau des pieds, j'ai rarement des effets absolument magiques et on va dire suffisamment intéressants avec juste des traitements antifongiques topiques. Au moins au départ, en phase active de l'infection, j'ai tendance à y associer un traitement systémique, que ce soit à base d'itraconazole ou de kétoconazole, les doses sont quasiment identiques, tout en faisant attention, bien sûr, sur la durée. Je vais rarement au-delà de 3 semaines, aux effets indésirables, tout en sachant que l'itraconazole, comme vous le savez également, l'itraconazole est bien mieux toléré que le kéto. Voilà. Toujours dans le contrôle des complications infectieuses, les bains. Alors ça, les soins locaux, antiseptiques, doivent être faits quotidiennement ou biquotidiennement pour traiter ou prévenir les récidives d'infections de surface. D'accord? Et pour ça, il faut montrer. Il faut montrer aux propriétaires, il faut les éduquer et leur montrer comment on lave de façon adéquate les pieds. On écarte bien les doigts, on va dans les invaginations, on essaye d'aller nettoyer au niveau des fistules, des sinus. Pour ce faire, j'ai tendance à utiliser effectivement plutôt l'association de chlorhexidine et de miconazole quand c'est nécessaire, ou de chlorhexidine d'ailleurs toute seule, qui est très efficace contre tout type ou presque tout type de bactéries, allant du staphylocoque aureus, même méticilline résistant, jusqu'au pseudomonas, qui nous enquiquinent pas mal. Mais évidemment, ça nécessite un petit peu de patience de la part du propriétaire et du chien, parce qu'il faut, c'est temps dépendant, c'est temps contact dépendant. Donc, il faut au moins 5 minutes de contact avant le rinçage.
Derrière, on sèche, évidemment, pour éviter tout processus de macération. On sèche, mais on éponge, on ne frotte pas, puisque tout frottement, évidemment, va être potentiellement à l'origine d'inflammation ou d'irritation. On peut utiliser dans les cas débutants des lingettes imbibées par la chlorhexidine, voilà, mais attention, ça n'a pas d'activité résiduelle. Voilà, donc contrairement au bain. Les mousses, lotions, gels à base de chlorhexidine, elles ont une efficacité résiduelle antimicrobienne. Il n'y a pas de rinçage, mais effectivement, c'est quand même, c'est pas un lavant. Donc on n'a pas cette action purifiante, cette action nettoyante que pourrait avoir le bain, qui reste, à mon sens, l'indication majeure dans la prise en charge topique. Et puis, vous pouvez utiliser, si vraiment il n'y a rien d'autre qui marche, effectivement, l'acide hypochloreux ou l'hypochlorite de sodium, l'eau de Javel, régulièrement dilué pour des nettoyages quotidiens. Mais attention, ça n'a pas d'effet résiduel, donc il faut potentiellement surrajouter derrière l'utilisation de chlorhexidine en solution mousse ou gel. Concernant toujours le contrôle des complications, vous avez la possibilité d'utiliser, bien entendu, au-delà des antiseptiques, vous avez la possibilité d'utiliser des antibiotiques topiques, qui peuvent être donc utilisés après le nettoyage. Ils sont généralement assez efficaces, parce qu'on va être sur des concentrations qui sont bien plus importantes que celles qu'on va mesurer quand on fait des antibiogrammes. La concentration la concentration minimale inhibitrice est en microgrammes, alors que les concentrations habituelles des antibiotiques topiques, et notamment de l'acide fusidique, puisque de toute façon c'est le seul qu'on ait à notre disposition avec AMM, eh bien on est sur du milligramme par millilitre, donc généralement c'est quand même assez intéressant. Mais évidemment, son efficacité est variable, puisque ça dépend de la profondeur de l'infection, et plus c'est profond, moins ce sera efficace. Donc, au-delà effectivement des antibiotiques topiques, eh bien, on a potentiellement la sulfadiazine, qui est un bon antiseptique, on va dire, puissant, et qui peut fonctionner aussi sur les pseudomonas. Et puis, vous pouvez toujours aussi, si possible, utiliser les topico-auriculaires, dans lesquels vous avez des antibiotiques tels la gentamicine, par exemple, qui est très efficace et qui a un large spectre d'activité. Les traitements anti-inflammatoires, dans la prise en charge, c'est quasiment inéluctable, c'est même primordial, et ça doit être commencé tôt, pour limiter effectivement l'inflammation et ce cycle auto-entretenu et l'apparition de facteurs perpétuants. Au départ, on peut associer systémique et topique pour, on espère tous à terme, switcher vers du topique uniquement, puisque on sait tous les dommages que peuvent faire les traitements anti-inflammatoires systémiques sur du long terme. Puisque le tout premier qu'on va utiliser tous, je crois, c'est les glucocorticoïdes, qui sont fréquemment utilisés. Le coût est faible, c'est facile à administrer, c'est efficace, c'est vite, c'est efficace, mais effectivement, à long terme, c'est associé à des effets indésirables. Tous les patients sous glucocorticoïdes doivent être surveillés. On utilise de préférence la prédnisolone ou la méthylprédnisolone. Attention aux doses, on est au-delà de l'anti-inflammatoire. Si vous voulez utiliser l'Adexa, c'est pareil, on est sur des doses relativement élevées, donc attention à son utilisation au long cours. On va essayer assez rapidement de passer à jour alterné, voire de switcher une fois qu'on est sous contrôle vers la prédnisolone ou la méthylprédnisolone, ou vers des traitements bi-hebdomadaires dès que c'est possible. Attention, les traitements sont quand même longs, c'est 2 à 4 semaines pour obtenir des rémissions à ces doses. En contrôle, généralement, on arrive à peu près à gérer sur du long terme à dose anti-inflammatoire tous les 2 jours avec la prédnisolone. Les autres traitements anti-inflammatoires systémiques qu'on va pouvoir utiliser, c'est évidemment la cyclosporine, qui est très efficace, bien tolérée généralement, à part d'éventuels effets indésirables digestifs. Les traitements au long terme avec la cyclosporine sont généralement facilement espaçables. On peut diminuer la posologie, voire espacer avec la même posologie, jusqu'à parfois 2 fois par semaine, avec une efficacité tout à fait louable pour maintenir la pododermatite en rémission. Pour ce qui est de l'apoquel ou du lokivetmab, c'est très efficace dans le prurite, notamment dans la dermatite atopique, mais au niveau de l'inflammation, en fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas bien, clairement, par rapport à la cortisone, le corticoïde, et à la cyclosporine. De plus, l'absence de prurite peut masquer un phénomène inflammatoire et donc empêcher de visualiser l'évolution vers des remaniements perpétuants, chroniques, etc. Et aussi d'empêcher la visualisation des infections interdigitales. D'ailleurs, l'oclacitinib
il a été mentionné pour le classic link que potentiellement ça pouvait même induire des furonculoses interdigitées. Donc, je vous le déconseille dans le cadre précisément de la gestion de ces troubles interdigités. Il y a effectivement, au-delà, donc je vous le disais, on peut utiliser au départ les traitements systémiques, mais auxquels on va essayer le plus rapidement possible d'associer, en tout cas peut-être dès le départ, mais en tout cas sur le long terme, des topiques pour accélérer la rémission clinique. On peut l'utiliser seul pour les cas débutants ou dans le maintien de la rémission. C'est généralement 1 à 2 fois par jour. On essaye de trouver la dose minimale efficace. Évidemment, son efficacité dépend de la profondeur de l'inflammation et de la présence des tissus cicatriciels, notamment l'acéponate d'hydrocortisone, le Cortavance pour ne pas le nommer. Ça marche bien, mais ça marche effectivement quand on est vraiment sur des inflammations superficielles. On peut utiliser des corticoïdes un peu plus puissants, comme l'acétonide de triamcinolone qu'est le dermanolon, beaucoup plus puissant, mais effectivement aussi avec des effets délétères au long cours plus importants. Donc attention, pareil, de peser le pour, le contre et les bénéfices-risques. Et puis, vous avez le tacrolimus, donc le tacrosène qui est le générique, à 0,1%, pas 0,03, ça ne sert pas à grand-chose, qui va être bénéfique, relativement bien toléré généralement, et qu'on va mettre 1 à 2 fois au moins au départ, jusqu'à rémission, et puis ensuite en entretien tous les 48 à 72 heures. Vous avez aussi la possibilité, beaucoup plus touchy, beaucoup plus délicate, d'utiliser des médicaments cytotoxiques quand l'inflammation n'est pas contrôlée par les médicaments ou les combinaisons qu'on a déjà mentionnées, ou quand on a trop d'effets indésirables, notamment par rapport aux glucocorticoïdes. Pour en diminuer la dose, on peut les combiner avec donc, les fameux cytotoxiques que vous connaissez tous, l'azatioprine, le chlorambucil, le mycophénolate ou le méthotrexate. Évidemment, ça nécessite une surveillance NFS et biochimique impérative, assez rapprochée au départ pour les plus puissants, et puis ensuite régulièrement tous les 3 à 6 mois. Il faut, bien entendu, informer les propriétaires quant à la manipulation de ces cytotoxiques, qu'ils le fassent en toute sécurité, parce que ce n'est pas de la poudre de perlimpinpin. On a donc un sérieux besoin d'alternatives, clairement, notamment par rapport à l'antibiothérapie. Alors, pour autant, on dispose quand même de pas mal de choses. Voilà, vous avez vu quand même qu'il y a pas mal de choses qu'on peut faire, mais c'est souvent pas suffisant. Alors, évidemment, qu'est-ce qu'on peut espérer de plus? Eh bien, Hélène vous en parlait tout à l'heure, on peut envisager la photobiomodulation, qui est une arme supplémentaire qui vient se rajouter à cet arsenal tout à fait séduisant, cette photobiomodulation, puisque, comme je ne vais pas revenir sur les termes techniques, cette biomodulation par fluorescence va être à l'origine de synthèses biologiques majeures et des effets antalgiques, anti-inflammatoires, cicatrisants, qui sont efficaces chez le chien dans la réduction de l'inflammation, dans le contrôle des proliférations bactériennes, dans l'accélération de la cicatrisation. On va donc potentiellement améliorer l'observance, parce qu'effectivement, traiter les pieds quotidiennement, biquotidiennement, les shampoings, les topiques antiseptiques, topiques anti-inflammatoires, c'est pénible et l'animal ne se laisse pas toujours faire. Donc ça, on peut le faire 1 à 2 fois par semaine. Et puis, surtout, à mon sens, ce qui est très important, c'est effectivement pouvoir diminuer dans ces terres de résistance bactérienne qu'on subit depuis 20 ans, et bien potentiellement éliminer la consommation, voire diminuer la consommation d'antibiotiques. Et donc, évidemment, diminuer l'émergence de ces souches résistantes. Alors moi, je vous ai mis un petit cas à côté parce que je n'ai pas eu la chance de traiter encore une pyodermite interdigitée avec le Fovia, et je vous ai mis un des cas qu'on a publié ensemble avec Hélène et le laboratoire du Copinol sur une pyodermite profonde localisée qui a donné des résultats tout à fait satisfaisants. Et à ce jour, donc on est à plus de 10 mois après, il n'y a pas de récidive, donc voilà. Donc c'était plutôt simple. Là, c'est un cas d'Éric Gaguerre, que vous avez eu peut-être le plaisir de voir précédemment en webconf, qui a traité donc pour le coup une pyodermite interdigitée sur un bulldog anglais avec la présence d'un MRSP, d'un Staphylococcus pseudointermedius méticilline résistant, qui empêchait donc toute utilisation d'antibiotiques classiques. Eh bien, au terme de 6 séances, sans antibiotiques et sans anti-inflammatoires, vous voyez le résultat sur les 2 pieds qui ont été traités. On voit que c'est assez spectaculaire, non invasif et assez valorisant pour vous et dans les actes et à valoriser dans vos actes, évidemment. Et puis, en toute fin, quand on arrive trop tard ou quand vraiment plus rien n'est possible, eh bien, vous allez devoir trancher dans le vif. Effectivement,
on a la possibilité aussi d'utiliser les podoplasties d'excision ou de fusion, qui va avoir une bonne réussite généralement. Hein. La qualité de vie de l'animal ne s'en ressent pas. Hein, dans les cas les plus réfractaires, c'est souvent la solution définitive est souvent assez satisfaisante, mais évidemment, c'est assez invasif. Vous avez effectivement la chirurgie excisionnelle classique avec l'exérèse des zones touchées, de la peau interdigitale, des lésions, et puis ensuite on suture comme on peut, on raccorde les morceaux, tout en permettant hein, d'assurer une bonne stabilité du pied. Généralement, effectivement, les résultats ne sont pas trop mauvais. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser le laser hein, dans le cadre des chirurgies ablatives. Là, effectivement, moi, c'est ce que je fais. Hein. J'aime beaucoup, j'en fais 2, 3 par semaine. C'est assez précis et on a des résultats assez spectaculaires. Je vous en montrerai tout à l'heure, juste après, avec une cicatrisation qui est extrêmement rapide. L'utilisation d'antibiotiques quasiment nulle, si ce n'est peut-être au départ des antibiotiques topiques, et une absence de douleur, une analgésie qui est assez extraordinaire. Il est dans tout état de cause, important dans les deux techniques de retirer tous les tissus affectés afin de prévenir évidemment toute récidive, ce qui n'est pas toujours évident. Hein. Et puis vous avez, en dehors de cette chirurgie excisionnelle, on va dire partielle, vous avez ce qu'on appelle la podoplastie de fusion. Alors là, c'est assez agressif, c'est encore plus agressif, très compliqué, c'est-à-dire que là, on enlève tout. On enlève tout, on enlève le maximum, on fusionne complètement les doigts, les coussinets, on suture tout pour ne former plus qu'une espèce de boudin. C'est une possibilité quand vraiment on ne peut plus rien faire d'autre, quand les remaniements sont trop importants. Pour autant, c'est effectivement délicat comme intervention. C'est un cauchemar pour les chirurgiens. Il y a souvent des déhiscences de plaies, il y a beaucoup de complications infectieuses, il y a la douleur post-opératoire qui est assez importante. Le coût est effectivement assez important. Et puis, on a l'entre-deux, à la podoplastie de fusion partielle, quand on a effectivement que 2 ou 3 doigts qui sont touchés, sans avoir potentiellement à faire, comme sur l'image tout en haut, une podoplastie de fusion totale. Voilà, ça c'est 2 cas. Hein. Petit exemple, la podoplastie au laser, 2 cas récents que j'ai fait. Voilà, donc on enlève tout au laser, hein, par couche, on élimine par vaporisation tissulaire, on enlève tous les tissus prolifératifs, on va à la rencontre hein, des lésions, et puis on les enlève au fur et à mesure, et puis on redessine un petit peu ce pied. On va avoir, au-delà de ça, une réduction des hémorragies, de la douleur, du risque d'infection, comme je vous le disais. Et puis, en 3-4 semaines, ça cicatrise très vite. Eh bien, sans trop faire de choses, eh bien, on a une cicatrisation quasiment complète, homogène, avec un minimum de soins post-opératoires, des bandages tout au plus légers, plus ou moins légers, on va dire, au départ, pendant 7 à 10 jours. Et puis, je vous conseille de conseiller, excusez-moi pour la redondance, mais le port des bottines, notamment à l'extérieur, une fois qu'on a réussi à enlever ces pansements. Les pododermatites les récidives de pododermatite sont moins probables avec l'utilisation du laser, puisqu'on est sur un tissu cicatriciel, comme vous pouvez le voir ici. Ça, c'était ce fameux petit carlin avec cette fusion des coussinets qu'on voyait au tout départ. Là, vous voyez un très joli kyste qui est pointé de la flèche. Et puis, vous voyez le résultat 1 mois après. Ce petit chien n'a jamais eu aucune récidive et les propriétaires étaient très contents. En conclusion, eh bien, on en voit de plus en plus des pododermatites, alors sans doute aussi parce qu'on y fait un petit peu plus attention. Maintenant qu'on sait aussi parce que ça marche, comment ça marche, hein, ça marche un peu mieux, sans doute aussi grâce à Duclos hein, en 2008 qui a montré comment, c'est ce fameux diagramme que je vous ai montré tout au début, hein, qui a su expliquer comment ces furonculoses interdigitées apparaissaient. Et puis, voilà, donc ça reste, même si on comprend hein, cette maladie, ça reste quand même une dermatose assez frustrante, hein, d'autant plus quand on la prend tardivement, parce que c'est une maladie qui est grave avec un impact majeur. Hein. Moi, malheureusement, ça m'est arrivé d'en arriver au stade de l'euthanasie, hein, sur des bulldogs anglais notamment, qui sont des calvaires à gérer. Vous rappelez qu'il est hyper important hein, de rechercher tous les facteurs, parce que c'est une maladie multifactorielle, hein, et qu'il est absolument indispensable de tous les identifier afin de tous les traiter, d'établir ainsi un diagnostic précis et donc un traitement le plus adapté possible. On a de plus en plus de traitements et merci à la biomodulation par fluorescence, même si encore on n'en est qu'au balbutiement, hein, vous avez vu, il y a 36 cas on va dire, de publiés officiellement dans Vetderm sur les furonculoses interdigitées. Hélène, tu me contrediras, tu me corrigeras si je me trompe, mais effectivement, hein, 36 cas, ça reste, c'est pas mal.
mais on peut faire encore mieux, évidemment, et être extrêmement optimiste sur la prise en charge grâce à ce traitement novateur et non invasif, au moins dans les phases débutantes de ces furonculaoses interdigitées. Ne pas oublier que c'est une maladie chronique, malheureusement, hein, et qu'on a besoin de traitements proactifs. Pourquoi pas d'ailleurs la biomodulation par fluorescence qui peut permettre d'éviter les récidives si on les réalise à intervalles réguliers. Donc, ces traitements proactifs doivent cibler évidemment les problèmes, les facteurs primaires et prédisposants afin de maintenir au mieux eh bien, ces furonculoses interdigitées pododermatites en rémission complète, nous l'espérons. Je vous remercie de votre attention. J'ai été un tout petit peu plus long que prévu et je m'en excuse et je suis On est à très tout bien. oui. Voilà, je suis tout oui à vos questions si vous Merci en beaucoup, avez. Sébastien. Je Merci beaucoup. départage. Je départage. Voilà. Alors, Stéphanie, est-ce que tu as pu noter les questions qu'on avait eues en cours de formation? Oui. Alors, première question. Bonjour, ça va s'adresser à toi, Hélène. Existe-t-il des études comparatives entre l'efficacité du système Fovea et celle du laser au niveau anti-inflammatoire, cicatrisation et antibactérien? Ok. Alors, effectivement, pour cette question, il n'y a pas d'études comparatives à proprement… Ah, j'ai coupé ma tête. Il n'y a pas d'études, pardon, je suis là. Non, ils ne veulent pas. Il n'y a pas d'études proprement parlé comparatives, simplement parce que le positionnement de ces deux technologies est assez différent. Est-ce que vous voyez mon PowerPoint, par contre? Oui. Oui, parfait. Donc, je vais vous mettre en illustration ce petit schéma-ci, simplement pour rappeler que là, on va parler de rappeler qu'il existe deux types de lasers. Hein. On va avoir les lasers qui sont dits HLLT, donc c'est les lasers qui sont dits lasers chauds, les lasers qui fonctionnent essentiellement dans l'infrarouge. C'est le laser dont a parlé tout à l'heure Sébastien, je suis désolée si je ne prends pas les bons termes, quand il cramait les coussinets là, pour enlever tout ça. Donc, c'est des lasers qui coupent, les lasers chirurgicaux. Désolée, je ne suis pas trop dermato. Et après, on a les lasers qui sont dits lasers froids. Donc, c'est les lasers qui sont LLLT et c'est les lasers qui utilisent des gammes de rouge, là plutôt, et qui vont faire de la biomodulation aussi. Alors, déjà, le système est différent. On est sur de la biomodulation simple, alors qu'avec le système Fovea, on est sur de la biomodulation par fluorescence. Et ensuite, les lasers, même si on a 2, 3, voire 4 longueurs d'onde, on reste dans des longueurs d'onde de rouge. Donc, on a uniquement une pénétration dans les couches profondes de la peau avec des effets essentiellement anti-inflammatoires et antidouleurs. Avec le système de Fovea, donc c'est de la biomodulation par fluorescence, on a toutes les gammes de couleurs entre le bleu et le rouge. Donc, on a des effets et des pénétrations dans les tissus qui sont différentes. Donc, ce sont deux technologies différentes avec des positionnements qui sont complémentaires, qui sont différents. Le laser va essentiellement être utilisé pour toutes les douleurs ostéo-articulaires pour les propriétés anti-inflammatoires et antidouleurs, tandis que le système Fovea, il va vraiment axer sa communication sur la cicatrisation, vu qu'il y a la lumière verte et jaune qui vont nous permettre d'accélérer ces processus, également sur les effets antibactériens. Donc, c'est deux technologies qui sont différentes, qui sont complémentaires, donc il n'y a pas d'études comparatives pour cette raison-là, essentiellement. Ensuite, encore une question pour toi, Hélène. Bonjour, y a-t-il des effets secondaires possibles? Alors, il n'y a pas particulièrement d'effets secondaires. C'est un des gros avantages. C'est une technologie qui est non invasive, qui est non douloureuse. Donc, éventuellement, on va avoir une petite chaleur, une impression de chaleur. On a à peu près 38 degrés. Donc, ça, si vous voulez faire une lignée, bon, j'ai testé la lampe sur ma main quand vous faites une petite séance d'UV. C'est très agréable. Ensuite, une question pour Sébastien. L'intérêt d'utilisation des immunosuppresseurs comme traitement des pododermatites? Comme je l'ai signalé, hein, effectivement, c'est un élément majeur, hein, que ce soit topique avec les corticoïdes topiques, plus ou moins puissants, le tacrolimus en topique, que je vais avoir tendance, effectivement, ces deux-là à privilégier par rapport au traitement systémique. J'aime toujours bien cibler, cibler les choses plutôt que d'inonder l'animal de médicaments alors que le problème se situe au niveau des pieds. Pour autant, l'utilisation de corticoïdes, au moins au départ, notamment systémique à dose, vous avez vu, assez forte, hein, 1 à 2 mg kg, on est au-dessus de l'effet anti-inflammatoire, on est sur de l'immunomodulation presque, hein. La cyclosporine également. Alors après, les immunosuppresseurs, alors j'aime pas le terme hein, d'immunosuppresseur, je préfère immunomodulateur parce qu'on ne supprime pas complètement hein, les capacités immunitaires, heureusement, mais les cytotoxiques, j'essaye d'éviter. Voilà, c'est vraiment tout dernier recours. Mais effectivement, oui, c'est une partie extrêmement importante, hein, une part extrêmement importante dans la gestion des furonculoses interdigitées et des pododermatites chroniques.
Alors, encore une question pour Sébastien. Une désinfection en profondeur est-elle recommandée? J'ai l'impression que la désinfection associée à la recherche de corps étrangers améliore les choses. Alors, là, je suis désolé, je comprends une partie de la question, pas complètement. Désinfection en profondeur, parage, Comme ça un veut dire parage, parachirurgical. notamment. Mm. En fait, c'est effectivement, c'est ce dont je parlais, c'est que parfois et là c'est plus par rapport au remaniement qu'on va aller agir. J'espère que vous ne curetez pas toutes les furonculoses parce qu'effectivement, comme je vous le disais, ça peut être complètement délétère et contre-productif parce que vous allez créer derrière une inflammation. Donc, aller trifouiller, effectivement, là, je parlais vraiment d'exérèse quasi complète de tous les tissus remaniés. Donc, j'essaierai d'éviter quand même d'aller, on va dire, faire de l'entre-deux. Voilà, c'est l'entre-deux qui est, à mon avis, dangereux. Voilà. Alors, une autre question. Pouvez-vous rappeler ce que signifie l'abréviation EOD? Pardon, c'est every other day, c'est un jour sur deux, c'est pour que ça aille plus vite, c'est la CJA. Voilà, c'est d'accord. Alors, comme ce n'était pas toujours que des corticoïdes, j'ai mis every other day, ça prend moins de place sur les slides. Je suis désolé, c'est un anglicisme affreux. Je vais m'autoflageller avec des orties fraîches. Alors, pour la dernière question, il y en aura peut-être d'autres qui vont venir. Quand on a un patient DAC dermatite chronique, lequel répond bien pour le DAC à la gestion du prurite avec le clacitinib? Quid de l'effet sur l'apparition, la réapparition des lésions interdigitées qui peuvent être de manière sous-jacente, entre autres, causées par la DAC ou pas? Recommandation dans ce cas, dans la gestion du prurite. Alors là, il faut croiser les doigts. Dans ces cas-là, effectivement, on croise les doigts pour que la cyclosporine, qui est, à mon sens, pour le coup, le médicament au long cours le plus indiqué, quand on a là, effectivement, l'association, la concomitance d'une pododermatite, telle que je l'ai évoquée, en tout cas chronique avec remaniement, furonculose interdigitée et un état atopique, parce qu'effectivement, là, derrière, sinon, il va falloir jongler. Si la cyclosporine n'est pas efficace et que l'oclacitinib ou le lokivetmab d'ailleurs vont être les seuls traitements efficaces, effectivement, il va falloir traiter avec l'oclacitinib pour le corps entier et puis spécifiquement rajouter des choses pour les pieds. Et c'est là que ça commence, en termes d'observance, à devenir assez complexe pour les propriétaires, parce que ça veut dire, voilà, c'est la double peine. Voilà. Donc, mes recommandations, c'est vraiment de s'adapter au cas par cas, mais de préférence, privilégier effectivement les corticoïdes, plus ou moins la cyclosporine, au moins au départ, évidemment en croisant les doigts pour que la cyclosporine, qui a des effets anti-inflammatoires, immunomodulateurs et antifibrotiques, puisse être efficace aussi bien dans la gestion de la pododermatite que de la dermatite atopique dans sa globalité. Très bien, merci. Hélène, une question pour toi. Comment faire au niveau pratique avec la lampe sur la lésion dorsale ou face palmaire ou les deux? C'est là où il y a la lésion, parce qu'effectivement, l'objectif de la lampe, c'est d'améliorer la cicatrisation notamment. Donc, ça va être là où il y a la lésion. Si c'est une lésion qui est palmaire, au niveau palmaire. Après, de toute façon, quand vous allez mettre la lampe, si on imagine que là, il y a un truc bizarre au niveau de mon espace interdigité, on va mettre la lampe contre, elle va être quasiment aussi proche du palmaire que du plantaire en termes de lumière. On va vraiment très, très proche. Vous verrez, au niveau de la lampe, il y a un petit caoutchouc. Donc, vous avez la lumière qui arrive vraiment le plus proche possible des lésions. Donc, là où il y a les lésions, là où il y a besoin d'avoir effectivement cet effet de promotion de la cicatrisation. Voilà pour la réponse aux questions. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, il y a d'autres questions, effectivement. Alors, avoir un support écrit. Ça y est, je vérifie. Ensuite. Alors, peut-on avoir un support écrit de la conférence? C'est prévu. C'est prévu. C'est prévu. Vous aurez le PDF de la présentation ainsi qu'un résumé Word incessamment sous peu. Ne vous inquiétez pas, on a vos emails. On vous enverra tout ça. Il y aura effectivement aussi le replay. Ensuite, pas de contre-indication de cortico à ces doses, même en cas de surinfection bactérienne importante. Alors, il faut savoir que la surinfection bactérienne importante, évidemment, est une des choses à gérer en tout premier. Mais vous n'aurez jamais on va dire, le bénéfice va être finalement visible au départ, mais il faut très, très vite, effectivement, enchaîner sur les corticoïdes. Et donc, si vous voulez, c'est toujours faire la part des choses. C'est délicat, effectivement. Là, c'est le sens clinique qui va jouer. C'est vraiment savoir quand c'est le bon moment pour mettre effectivement des corticoïdes, sachant que
le phénomène inflammatoire est la cause de tout. Hein, c'est l'inflammation qui va être la cause des surinfections bactériennes et pas l'inverse. Donc, effectivement, attention à l'émergence émergence de souches effectivement résistantes à cause des corticoïdes, parce que c'est une des causes d'émergence des souches résistantes, mais ne pas oublier non plus que effectivement le phénomène est avant tout inflammatoire et secondairement bactérien. Donc, on commence, moi généralement ce que je fais, c'est que je commence effectivement par traiter ce que je vois, à savoir si je constate une infection bactérienne profonde, je commence par la traiter, donc faire le ménage, et je vais enchaîner. Il va donc y avoir une période d'overlap, encore un anglicisme, de chevauchement entre mes traitements antibiotiques ou antiseptiques d'ailleurs, parfois c'est suffisant, et mon traitement immunomodulateur, enfin mon traitement anti-inflammatoire au sens large. Et l'action sur la furonculose cutanée. Alors, je ne sais pas si c'est une question qui est à destination de Sébastien ou d'Hélène. Alors, moi, j'en ai traité un. Alors, j'ai traité un cas, donc j'ai beaucoup moins de recul que Hélène et toute l'équipe de Vétoquinol qui commence à avoir déjà pas mal de publications, comme le disait Hélène. Moi, j'en ai traité un avec succès. Voilà, je ne vais pas dire que ça fait foi, parce que je n'ai qu'un cas, ça reste un cas isolé. Je suis un scientifique, il en faut un peu plus que ça pour me convaincre, mais en tout cas, voilà, c'était un cas qui était merdique, qui évoluait depuis des mois avec une bactérie assez méchante, multirésistante, comme le cas d'Eric, interdigité, et juste avec effectivement le Fovia, juste avec ce traitement, cette biomodulation par fluorescence, eh bien, on est arrivé allez, je crois que ça m'a pris 3 ou 4 semaines. En 3 ou 4 semaines, eh bien, on a résolu le problème, et de façon pérenne, puisque derrière, je n'ai plus jamais eu de récidive. Donc, je confirme effectivement les dires de Sébastien. Je rajouterai simplement que, comme toujours, le Fovia, ça vient vraiment dans l'arsenal thérapeutique et en aucun cas, ça se substitue à l'identification et au traitement de la cause primaire. Tout à fait. Comme ça, vous n'aurez pas de mauvaise surprise et vous limiterez effectivement cette problématique de récidive ou de rechute. Je crois qu'on a fait le tour des questions. N'hésitez pas si vous avez des dernières petites questions avant qu'on mette fin à ce webinaire. Merci à tous, en tout cas, de vous être rendus disponibles sur cette pause déjeuner. Merci beaucoup à Sébastien pour cette conférence très claire. Merci à vous tous et vous toutes. Merci pour l'invitation, c'était extrêmement plaisant. J'espère qu'on fera ça en vrai, dans la vraie vie, avec des gens ce serait bien, oui. de chair et d'os et en 3D. De toute façon, on vous donne tous rendez-vous au mois de décembre pour la conf de Noël Cochet, donc sur les hotspots et les folliculites pyotraumatiques. Donc, vous aurez le 16 décembre. Voilà, le 16 décembre pour être précis. Donc, pour la dernière de cette année, et il y aura de nouveau, le cycle reprendra ensuite en 2022. Donc, comme ça, on continuera à parler de dermatologie autrement et à parler d'alternatives avec des pathologies tout aussi sympathiques. Effectivement, la furonculose pyotraumatique, c'est aussi assez complexe. Donc, je pense que ça peut être très sympa aussi. Donc, on vous donne tous rendez-vous dans à peu près un mois. Et on vous souhaite, pour ceux qui n'ont pas encore mangé, un bon appétit. Oui. Et une très belle journée à tous. Merci à vous et je vous envoie par mail à tous les participants le replay et le document de la présentation de Sébastien. Bonne journée à tous. Merci Sébastien. Au revoir. Merci, à très bientôt.